Vous me voyez? Je ne sais pas si c'est bizarre. Non, je ne vous Bonjour vois à tous, pas, mais je bienvenue vous sur entends. Géopolitique Profonde. Alors, je ne suis pas sûr que je suis présent à l'écran. Je vais voir ça. Non. Tac. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Delamarche. Donc, Olivier, l'économiste le plus ronchon de France, peut-être. Celui qui tire à balles réelles sur les politiciens, sur les banquiers centraux. Je nomme, voilà, en vrac, on va dire Bruno Le Maire, Jérôme Powell, on a également Christine Lagarde. Donc voilà, vous le connaissez tous. Et j'espère qu'aujourd'hui, il est en grande forme. Alors, on va parler de pas mal de sujets différents. On va parler de taux d'intérêt, on va parler d'inflation, on va parler évidemment de ce qui se passe en France. On va finir sur un point. À la fin, on va parler d'investissement. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va voir un peu ce qu'Olivier pense de différents types d'investissements, de placements. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut se placer dans le dollar? Est-ce qu'il faut aller sur le Bitcoin? Est-ce qu'il faut aller sur les métaux précieux? Je sais qu'Olivier est un fervent défenseur des métaux précieux. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous avez une grande forme, Olivier. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Très très bien. Écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors j'avais une première question. C'était un peu plus politique. C'était pour savoir un peu ce qui se passait du point de vue de RT France. Comment se passe un peu la restructuration qui a eu lieu? Il y a eu pas mal de problèmes. Du coup, RT France est censuré depuis mars 2022, depuis le début de l'invasion ukrainienne. Et donc, il y a eu pas mal de mouvements de ce point de vue-là. On a vu également que la plateforme s'est faite censurer sur Odyssée, qui était censée être une alternative à YouTube. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, l'État français, Odyssée devait en fait se conformer aux règles de l'État français qui ont consisté à interdire la diffusion de RT France pour cause de propagande. Donc vous avez repris les émissions C-Cash sur RT France. Je voulais savoir comment ça se passait, voilà, où vous faites vos émissions, comment ça se déroule actuellement là-bas. Ça se passe bien. C'est-à-dire que on fait nos émissions toujours au même endroit, hein, à côté de TF1 à Boulogne. Et on n'a pas, finalement, on a arrêté très peu de temps. Euh, Ce qui est lamentable, si vous voulez, c'est que on interdit une chaîne comme ça sous prétexte de démocratie et de liberté de parole. On interdit RT France de diffusion, alors que je vous rassure, je n'ai jamais eu la carte du KGB ou du FSB. Donc, tout ça, c'est des bêtises. Ça fait longtemps que M. Macron rêvait de fermer la chaîne. Là, il a eu une occasion en or, donc il ne l'a pas raté. Mais juste avant, il y avait eu enfin 2 mois avant, il y avait eu la haute autorité de, des médias qui avait redonné l'antenne à RT. Donc c'est bien qu'ils trouvaient rien à redire. Simplement là-dessus, Madame van der Leyen, relayée par Monsieur Macron, ont voulu fermer la chaîne. Et ce qui prouve bien d'ailleurs que, il n'y a pas de droit de propriété en France. Hein. On l'a vu aussi en étendant un peu les choses, c'est-à-dire que on a confisqué les villas de gens parce qu'ils étaient russes, pas parce que ils avaient tué une grand-mère dans la rue, hein, simplement parce qu'ils étaient russes. On a confisqué les bateaux de ces mêmes personnes, etc. Donc, il n'y a pas de droit de propriété en France. Donc, soi-disant, le pays des droits de l'homme, soi-disant, une démocratie, et vous n'avez pas le droit de propriété. Donc, ça pose un vrai problème au-delà de RT, hein, parce que aujourd'hui, c'est RT, demain, ça sera les Chinois, parce que ils auront annexé Taïwan. Et après-demain, ça sera la personne qui critique M. Macron, à qui on confisquera son domicile ou autre. Donc, on est dans une espèce de logique, une fuite en avant, qui est une fuite en avant d'une société de plus en plus contrôlée, avec des gens qui manifestement ont peur, qui sont les soi-disant élites, ou en tout cas les autoproclamés élites, hein, qui ont peur.
et qui se crispe de plus en plus politiquement. Et on est loin aujourd'hui d'une démocratie en France. On ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas librement monter une société, on se la fait fermer par décision sur aucun justificatif, si vous voulez, juridique. C'est simplement, non, bah, ça ne nous plaît pas, on ferme. Mais il faut aller beaucoup plus loin, si vous voulez, que juste la Russie. Parce que la Russie, aujourd'hui, c'est le prétexte. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, donc on ferme une société, on fout 200 personnes dehors. Là, ça gêne personne. Hein. On fout 200 personnes dehors et on vous dit que c'est la liberté d'expression. Ben non, simplement non. Or, dire que RT était une société de propagande, etc., c'est aussi ridicule quand on voit la propagande gouvernementale qui est faite par BFM, par LCI, par etc., arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Oui, effectivement, c'est un gros problème. Et du coup, je voulais savoir si vous avez eu des pressions, vous, personnellement, ou des gens dans l'équipe, dans RT France. Est-ce qu'il y a quelque chose de concret derrière sur des individus? J'ai pas de pression parce que je suis entièrement libre. Moi, si vous voulez, c'est pas moi qui était en risque. C'est pas mon métier, journaliste. D'accord? J'ai un family office à Genève, etc. Donc, je vis très bien avec ça. J'ai un patrimoine personnel qui est très important. Je vais vous dire, c'est pas moi qui ai souffert de la fermeture de RT. Vous avez des gens qui sont des journalistes qui faisaient très bien leur boulot. Vous avez des caméramans, vous avez des techniciens qui faisaient très bien leur boulot et qui se sont retrouvés dehors du jour au lendemain. C'est eux qui sont visés là et c'est eux qui sont embêtés, pas moi. Moi, si vous voulez, si demain j'ai plus RT, ben j'ai plus RT. Je vais pas en faire des tonnes là-dessus. Ce qui m'embête, c'est d'abord, je vous dis, les journalistes et qui faisaient leur boulot tout à fait sincèrement et qui n'avaient pas non plus, comme certains l'ont dit, qui n'avaient pas non plus l'œil de Moscou sur leur épaule, qui n'étaient pas membres du FSB non plus. Enfin, faut arrêter les délires. C'était une chaîne qui était parfaitement bien gérée. Moi, j'ai eu plus si vous voulez, j'ai eu plus d'interdits sur BFM que je n'en ai eu sur RT. Oui. Bon, alors évidemment, ça plaisait pas au gouvernement parce que justement, on était libre de ton, on pouvait tout dire sur RT, donc ça plaisait pas à M. Macron. Mais je vais vous dire, ce qui plaît ou ce qui plaît pas à M. Macron, si vous saviez ce que je m'en fous, c'est extraordinaire. Voilà. Donc, non, j'ai pas reçu de pression plus que ça, parce que de toute façon, c'est ce que je vous ai dit. Je suis libre, j'ai ma propre boîte, donc je ne vais pas me virer de ma propre boîte. Donc, personne ne peut me dire ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est très très bien ça, parce que c'est vrai que vous avez une indépendance et donc une souveraineté individuelle qui vous permet en fait de lutter contre de potentielles pressions, mais c'est également possible qu'on vous fasse des redressements fiscaux ou des choses comme ça, qu'on vérifie en fait si vous commencez à déranger. Ouais, ils viendront faire des redressements fiscaux, si vous voulez. Bien sûr qu'ils peuvent m'embêter, mais et je le crierai haut et fort, si vous voulez. Enfin, donc bien sûr qu'ils peuvent venir m'embêter, mais la grande chance que j'ai, si vous voulez, par rapport à plein d'autres économistes, c'est que, je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de ça pour vivre, d'accord? Donc, demain, ça s'arrête, je m'en fiche complètement, je le ferai gratuitement, rien que pour continuer à enquiquiner l'équipe en place qui est en train de nous foutre par terre. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, je peux absolument tout dire et personne ne pourra faire pression sur moi puisque je suis
complètement libre. D'accord, bah, très bien. Du coup, vous avez une position personnelle sur ce conflit? Je ne sais pas si vous êtes vraiment exprimé sur ça, vu que vous parlez plutôt d'économie, de finance. Est-ce que, du coup, vous soutenez plutôt la... Je me suis penché sur la question parce que c'est vrai que, comme beaucoup, je n'avais pas forcément suivi les choses depuis le début. Il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que la guerre a été parfaitement induite par le non-respect des accords de Minsk, par le fait que les États-Unis ont tout fait pour que cette guerre se commence et que les délires de certains comme quoi M. Poutine serait prêt à envahir toute l'Europe, c'est ridicule. Il y avait des accords comme quoi les républiques du Donbass devaient être libres de parler le russe, être libres d'avoir une certaine autonomie. Ça n'a jamais été suivi de fait. Monsieur Macron, qui était partie prenante des accords de Minsk, ne les a jamais fait respecter. Vous avez l'Ukraine qui a bombardé le Donbass depuis 2014 et ça passait comme une lettre à la poste. On n'a pas entendu les acteurs, on n'a pas entendu les politiques venir se plaindre que des Ukrainiens se prenaient des bombes sur la figure. Et au bout d'un moment, évidemment, Monsieur Zelensky, poussé par les Américains, amassait des troupes et s'est mis à bombarder systématiquement Donetsk et Lugansk, etc. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que là, il y a une réponse des Russes, parce que je vous rappelle quand même que ce sont des républiques qui sont majoritairement russophones et russophiles. Donc voilà, il y a un moment où Monsieur Zelensky est juste un pantin une marionnette qui est agitée par les Américains, qui en profite pour détruire l'économie européenne. Enfin, c'est lunaire ce qui est en train de se passer. Et qu'il y ait des gens qui soutiennent l'Ukraine comme si vraiment c'était totalement quelque chose c'était un affreux Poutine qui avait envahi l'Ukraine et qui mangeait des petits-enfants. Enfin, je veux dire, on est dans une communication de guerre qui est lunaire. On a un président de la République qui n'arrête pas d'envoyer de l'argent là-bas, alors que c'est le pays le plus corrompu du monde. Zelensky, il s'est fait une fortune. Là, depuis 6-8 mois, Zelensky, il roule sur l'or. On n'a jamais vendu autant de bagnoles de luxe en Ukraine. Enfin, c'est complètement lunaire. Donc, on envoie tous les 2 jours, il y a une annonce comme quoi on va envoyer de plus en plus d'argent, de plus en plus d'armes. Vous avez M. Macron qui a quelques semaines vous dit ça sera la guerre totale, nous sommes engagés pleinement aux côtés de l'Ukraine, etc., pour lui fournir des armes, pour lui fournir de l'argent et tout. Et puis qui, il y a 2 jours, nous dit ah ben non, on n'est pas en guerre avec l'Ukraine. En fait, je veux dire, on est dirigé par qui? Par un canard sans tête. On est dirigé par un canard sans tête. Donc, en fait, on est aux ordres des Américains. C'est pour ça que je pense que la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir aujourd'hui, alors malheureusement, ça ne sera pas juste aujourd'hui, mais c'est les élections des midterms américaines où si les 2 chambres, une chambre c'est déjà bien, mais si les 2 chambres basculaient côté républicain, les républicains l'ont annoncé, ils couperont les vivres à Zelensky, ils couperont non seulement les vivres en argent, mais les vivres en plus en armes, et à ce moment-là, on aura, sous la pression des républicains, on aura les 2 partis, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, qui se mettront autour d'une table et qui négocieront. Là, c'est n'importe quoi. On ne peut pas dire qu'on recherche la paix en fournissant des armes et de l'argent pour que ça continue.
pendant ce temps-là, pendant que il joue dans les salons dorés de la République, hein, le problème, c'est qu'il y a des morts sur place. C'est pas un jeu de console vidéo. Il faut bien se dire que aujourd'hui, il y a des morts tant en Ukraine qu'en Russie, et que tout ça, ça n'est que de la faute de M. Macron qui n'a pas fait respecter les accords de Minsk, hein, et des Américains qui ont tout fait pour que ce soit la guerre. Point. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que M. Poutine, c'est bien ce qu'il a fait. Dans une guerre, de toute façon, il y a des horreurs. Donc, c'est pas bien. La seule chose, c'est qu'il faut voir comment c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il a été poussé jusqu'au bout. Il avait été clair depuis des années comme quoi l'OTAN ne devait pas aller à ses frontières. Nous, on a tout fait, les Américains ont tout fait pour que on l'accule jusque en dos au mur. Et donc, voilà, résultat est là. Alors, toutes les bonnes âmes maintenant qui viennent pleurer, etc., que faisait-il pendant la guerre du Kosovo? Que faisait-il pendant la guerre d'Irak? Que faisait-il pendant la guerre de l'Afghanistan? Que faisait-il? On les entendait pas, hein. On les entendait pas. Là, on continue à traiter avec l'Arabie Saoudite qui bombarde des gamins au Yémen tous les jours. Ça gêne personne, hein. Ça ne gêne personne. On les entend pas du tout. Oui, quand il y a une guerre provoquée par les Américains, c'est vrai qu'il y a un silence de mort, comme vous avez dit, sur la Libye, l'Irak. Tout le monde s'en fiche. Alors que là, ils ont mis à feu et à sang la planète entière. Ils ont mis à feu et à sang la planète entière. Là, ils sont en train de continuer. C'est eux qui sont directement responsables de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et ils sont en train, en plus, de pousser sur les Chinois pour déclencher quelque chose avec les Chinois. Et je veux dire, et nous, on est au milieu et on a le doigt sur la couture du pantalon. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux. Est-ce que quand vous avez voté, alors je ne dis pas vous parce que je ne sais pas pour qui vous avez voté, mais est-ce que quand vous avez voté, est-ce que quand les gens ont voté M. Macron, ils se rendaient bien compte que M. Macron, quelques mois plus tard, allait décider d'envoyer des milliards à M. Zelensky? Mais c'est quoi cette blague? Moi, je ne paye pas des impôts pour que M. Zelensky se construise des villas. En pleine période où le fameux quoi qu'il en coûte est terminé en plus, c'est vrai qu'on envoie encore plus d'argent au final pour financer une guerre qui nous concerne finalement assez peu. C'est scandaleux. Il y a des gens qui sont à bout en France, il y a des gens qui n'arrivent pas à se chauffer, à se nourrir, etc. Et on envoie des centaines de millions à M. Zelensky, qui est le pays le plus corrompu du monde. Le pognon, faut pas s'imaginer qu'il arrive à des gens qui sont dans le besoin en Ukraine. Ça arrive directement dans les poches de M. Zelensky pour se construire des villas. Alors, faut arrêter, quoi. Stop. Justement, ça me permet de faire un pont avec ce qui se passe en France. Là, on a un déficit commercial qui est catastrophique sur un an de 149 milliards. On a une flambée des coûts de l'électricité. Voilà, donc ça, ce sont les conséquences de toute la planche à billets exponentielle qu'il y a eu pendant notamment le Covid, mais voilà, ça a démarré depuis après la crise de 2008, tout ça. Est-ce que vous pensez que du coup, la situation va se calmer? Est-ce que vous pensez que la guerre déjà, voilà, ils vont s'asseoir autour d'une table pour faire des pourparlers et pour régler la situation diplomatiquement, si les Américains arrêtent de soutenir, par exemple, l'Ukraine? Ou alors est-ce que ça va monter en intensité et quelles seront les conséquences en fait sur l'économie française et in extenso européenne? Ça va vraiment accroître tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en termes d'inflation, que ce soit en termes de coût de la vie en général, voire de pénurie d'électricité, de blackout ou des choses comme ça. Écoutez, on
l'a dit, enfin, on était un certain nombre à le dire dès le départ, des sanctions en disant attention à l'effet boomerang, hein, parce que vous mettez en place des sanctions contre la Russie, alors que la Russie a zéro dette, et a toutes les matières premières. Faut être nul au point de Bruno Le Maire pour penser que vous allez mettre à genoux des gens qui ont toutes les matières premières. Je vous rappelle qu'on n'en a aucune. D'accord? Sur notre territoire, on n'en a strictement aucune. On a une dette abyssale, ils n'en ont pas. D'accord? Et là, il y a Bruno Le Maire qui nous explique qu'il va mettre l'économie russe à genoux. C'est une blague. Ouais, ça, pour le coup, c'est un échec. C'est pas un échec, c'est un type qui est totalement incompétent. C'est l'idiot du village. Sauf que le problème, c'est que c'est pas un village, c'est la France. C'est ahurissant. On ne peut pas être plus mauvais que ça. Ça n'existe pas. Et nous, on se le tape non seulement 5 ans, mais en plus, il replonge. Il est tellement bon qu'on n'en a pas trouvé un autre. Encore une fois, c'est lunaire ce qui se passe. C'est lunaire. On a vraiment des cadors. Hein. Donc, si vous voulez, ce que vous avez dit là, il y a 2 minutes, comme quoi on a le déficit commercial le plus élevé, on est sur un rythme de 150 milliards, mais c'était couru d'avance. Et là, tout ce qui est annoncé, c'est du bullshit total. C'est-à-dire qu'il vous annonce qu'il y a de la croissance en France 0,2, c'est faux. Il vous annonce qu'il y a je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'emplois créés. C'est faux. Parce qu'il ne vous fait pas quelque chose en net. Il oublie de vous parler des dizaines de milliers d'emplois qui sont perdus. Enfin, on a des boîtes qui vont fermer. Là, ça a explosé en nous. Il y a des records. On est quasiment au double par rapport à juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les entreprises n'en peuvent plus. Aujourd'hui, on va se retrouver avec un espèce d'effet de ciseau monumental. Vous avez, pendant le Covid, des entreprises à qui on a coupé l'activité. On a coupé l'activité, donc les entreprises se sont retrouvées avec moins 30, moins 40, moins 50 et quelquefois moins 100% sur leur, ça dépend ce qu'elles faisaient, sur leur chiffre d'affaires. Et là, M. Le Maire a une brillante idée. On va faire des prêts garantis par l'État. Prêts garantis par l'État pour remplacer l'activité. Mais on ne s'endette pas pour remplacer une activité, c'est n'importe quoi. On s'endette pour investir, mais on ne s'endette pas pour remplacer un chiffre d'affaires. Parce que qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que vous devez avoir une croissance phénoménale si vous voulez rembourser. Et vous ne l'avez pas, cette croissance. Non seulement vous êtes en récession, donc vous avez une baisse de l'activité, et en plus de ça, vous avez des coûts qui explosent. Aujourd'hui, une entreprise, moi j'ai discuté avec un chef d'entreprise il y a quelque temps, il faut voir que quand ils renégocient, parce que eux n'ont pas le blocage des prix comme l'ont les particuliers, donc le chef d'entreprise aujourd'hui, il se retrouve avec une note qui est 4, 5, 6, 7 fois ce qu'il payait en 2021. Mais comment voulez-vous que ça fonctionne? Ça ne peut pas fonctionner. Vous avez quelqu'un qui consacrait avant, simple exemple, vous avez quelqu'un qui consacrait avant 2% de son chiffre d'affaires sur l'énergie. Facture d'électricité, facture de gaz, ce que vous voulez. Il consacrait 2% de son chiffre d'affaires dans l'année sur l'énergie.
l'augmentation là qu'il va subir, on va même mettre un chiffre bas, fois 4. Donc vous passez de 2% du chiffre d'affaires à 8% du chiffre d'affaires. Ben, c'est ballot, c'était sa marge. Donc le gars, il se retrouve en perte. Vous pensez que ça va tenir combien de temps? Pas très longtemps, bah surtout qu'il y a des petites entreprises, style les boulangeries ou des choses comme ça, qui ont vraiment des marges infimes sur des produits qui ne coûtent pas très très cher. Et effectivement, eux, ils sont littéralement explosés par ce genre de phénomène. Mais du coup, vous pensez que bouclier, est-ce que ce bouclier tarifaire doit être étendu aux entreprises? Mais le problème, c'est qu'il crée des faux prix. Mais surtout pas. Mais surtout pas. Ça entretient l'inflation et au final, ça réglerait. Il faut aller à l'origine du truc. Le problème, c'est à chaque fois, c'est ce que font les politiques depuis 20 ans. À chaque fois, ils ne règlent aucun problème. Ils le mettent sous le tapis. Mais le bouclier, c'est mettre le problème sous le tapis. Quand vous mettez un bouclier, c'est en fait, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez un couvercle et vous vous asseyez dessus. Okay. Qu'est-ce qui va se passer quand la pression sera arrivée à son maximum? Vous allez vous encastrer dans le plafond. C'est ça qui va se passer. Et en fait, c'est ça le fait de bloquer les prix, non seulement quand il y a un certain moment où vous allez avoir quand même les prix qui vont exploser, quand vous allez relâcher le blocage, ça va exploser. Et puis ensuite, c'est de l'endettement en plus. Donc, de toute façon, vous le paierez. De toute façon, vous le paierez. Parce que quand vous bloquez comme ça les prix, en revanche, les prix de marché, ils sont ce qu'ils sont. Donc, ça veut dire que c'est l'État qui paye la différence. Et contrairement à l'énorme connerie qu'avait prononcée M. Hollande, qui était de dire c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Mais l'État, c'est qui? C'est nous. Donc, ça veut dire que, en fait, on vous prend d'une main on vous donne d'une main ce qu'on vous reprendra de l'autre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, les blocages de prix, ça augmente la dette que vous paierez, vous, vos enfants, plus tard, sous forme d'impôts. C'est tout. C'est juste un décalage. En fait, on ne règle pas le problème, on le déplace. C'est tout. On joue au bonneto avec, si vous voulez. On le passe d'un gobelet à l'autre. Le problème, c'est qu'il est toujours là. Donc, tout ça, c'est de la mauvaise gestion. On est en train économiquement, ils sont en train de détruire la France. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez d'un côté Monsieur le maire qui nous dit on va réindustrialiser, on va réenchanter la France. Non mais réindustrialiser. Pensez qu'on va réindustrialiser avec des prix qui sont 4 fois plus chers que partout ailleurs? Ben non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui ont des grosses entreprises, je parle pas du boulanger, je parle pas de la PME, qui, elle, malheureusement, va juste mettre la clé sous la porte. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, les autres, les grandes entreprises, elles vont aller se délocaliser. Et où? Ben, aux États-Unis, par exemple. Les prix de l'énergie sont 4 fois moins chers. Vous êtes chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le choix entre crever ici ou aller vous délocaliser aux États-Unis. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous délocaliser aux États-Unis. Donc, la réindustrialisation, elle va se faire où? Aux États-Unis. Mais certainement pas en France. Et là, on voit en plus qu'en ce moment, la solution qu'ils ont décidé de mettre en place, quand je dis ils, je parle des banques centrales, plutôt que d'essayer d'arrêter une crise internationale géopolitique avec la Russie face à l'Ukraine, ils ont décidé de remonter les taux. Alors, la remontée des taux d'intérêt directeurs, c'est censé pallier à l'inflation. Sauf que le problème, c'est que ça met en difficulté l'économie derrière, notamment... Et c'est surtout ça ne fera rien sur l'inflation. Moi, ce que je voulais savoir, c'est juste... Donc, ça fait souffrir l'économie. Vous pensez que ça va continuer, cette hausse des taux?
Non. Alors, je pense que ça ne va pas continuer. Mais en plus, c'était idiot pour la bonne et simple raison que ça ne sert à rien. La hausse des taux ne sert que quand vous avez une hausse des prix classique. Alors, je vais revenir un peu en arrière et je vais vous expliquer ce qu'est l'inflation aujourd'hui, qui n'était pas la même inflation que ce qu'il y avait dans les années 80 et quand Volcker, le président de la Banque centrale à cette époque-là, avait mis les taux au niveau, et même supérieur à l'inflation qu'il y avait à ce moment-là, qui était de 16 ou 17%. Hein. Donc, il avait mis les taux à 20, et là, ça avait cassé l'inflation. Et pourquoi là, ça avait cassé l'inflation, et pourquoi là, ça ne cassera rien du tout? C'est que l'inflation, elle n'est pas du tout de la même nature que celle qu'il y avait en 80. D'accord? En 80, vous aviez une inflation par la demande. C'est-à-dire que la vraie inflation, la vraie définition de l'inflation, c'est le différentiel, si vous voulez, qu'il y a entre une demande qui instantanément peut être beaucoup plus importante. Je vous donne un exemple. Vous enfermez les gens chez eux pendant un moment, et puis tout d'un coup, vous ouvrez la porte. Évidemment, la demande va être beaucoup plus importante qu'avant. Donc, vous avez une demande qui est importante, sauf que l'offre ne peut pas instantanément, elle a moins d'élasticité, elle ne peut pas instantanément s'adapter à la demande. Pourquoi? Si vous voulez construire une usine, par exemple, il faut le temps de la construire. Donc, vous ne pouvez pas, comme ça, augmenter votre production de 50%. Il faut un moment d'adaptation pour pouvoir répondre à la demande. Ça, c'est l'inflation traditionnelle, on va dire. Mais là, ce n'est pas du tout ce que vous avez, puisque vous êtes en récession. Donc, vous n'avez pas un surplus de demande. Là, aujourd'hui, la récession, elle vient, on va dire, de trois endroits différents. La première source d'inflation, c'est la politique zéro Covid de la Chine. La politique zéro Covid de la Chine, ça consiste à quoi? Ça consiste à ce que quand vous avez un docker qui a le nez qui coule, on ferme le port. Alors évidemment, quand vous avez des ports qui sont les plus grands ports du monde, ça crée un petit désagrément, si vous voulez. Ça fait qu'il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, donc ça fout en l'air les chaînes de production. En plus de ça, vous avez depuis 20 ans des grands stratèges qui vous expliquent qu'il faut du zéro stock, du flux tendu. Et donc, évidemment, quand vous êtes en flux tendu, que vous avez zéro stock, si vous avez le moindre pépin dans la chaîne de distribution et de production, forcément, les choses s'arrêtent. Et donc, vous créez en fait de la rareté et vous avez une augmentation des prix. Ça, c'est une des sources d'inflation actuelle. Et là, vous comprenez bien que vous pouvez monter les taux à 25%, ça n'empêchera pas le petit Chinois d'avoir son petit rhume. Donc, ça ne sert à rien. Deuxième source d'inflation, aujourd'hui, c'est simplement le fait qu'il y a eu, depuis 14 ans maintenant, une émission monétaire comme jamais, et que cette émission monétaire finit par faire perdre confiance dans la monnaie, et que cette monnaie, à ce moment-là, s'effondre. Si vous avez vu l'euro, par exemple, et l'euro, au mois de... si on prend sur un an, un petit peu plus d'un an glissant, sur 15 mois, l'euro a perdu presque 30%.
C'est pas rien. D'accord? Donc, évidemment, ça vous fait de l'inflation. Les gens se posent la question, moi j'ai vu quelquefois des gens se poser la question en disant, mais finalement, on a connu des périodes où le pétrole était beaucoup plus élevé et le baril de pétrole était beaucoup plus élevé et où on avait de l'essence moins chère. Oui, d'accord. Le pétrole était beaucoup plus élevé. Mais le pétrole, il se paye comment? Il se paye en dollars. Et l'euro, à ce moment-là, il n'était pas à 0,95 comme il y a quelques jours. Il était à 1,30, à 1,40. Alors évidemment, ça change tout, si vous voulez, sur la note. Donc là, aujourd'hui, on a un pétrole qui a baissé sur des niveaux qui sont des niveaux d'avant la guerre. Mais en revanche, sur le prix à la pompe, vous ne voyez pas la différence. Pourquoi? Tout simplement parce que l'euro s'est cassé la gueule. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième source d'inflation. Après, il y a d'autres sources d'inflation qui est le fait que vous avez une désorganisation complète en France, que vous avez aussi une inflation d'opportunité, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des gens qui en profitent pour augmenter les prix, alors qu'il n'y a absolument aucune raison de le faire. Et donc, vous voyez bien que c'est la sorte d'inflation qu'il y a aujourd'hui ne se réglera pas en augmentant les taux. Ça n'a absolument aucun effet. Donc, vous allez, au contraire, aujourd'hui, vous n'allez pas dans une économie qui est en récession, je le répète, dans une économie qui est en récession, avec des spreads de taux qui s'écartent, par exemple, en Europe, entre l'Italie et l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, entre l'Espagne et l'Allemagne, etc., vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc, il y a un moment, si vous voulez, où la Banque centrale va devoir faire le choix entre laisser les taux d'intérêt vivre leur vie et donc continuer à monter, parce qu'on continue à s'endetter en faisant tout ce qu'on fait aujourd'hui de blocage de prix, etc. On continue à s'endetter, donc les taux vont continuer à monter. Et si vous avez un taux d'endettement qui est à 160, 180, 200%, et que vous avez des taux à 3 ou à 4, c'est juste pas tenable. Parce que ça vous fait 8 à payer. Ça vous fait 8 à payer contre une croissance de 0. Donc, en fait, on est en train de ce que j'avais appelé il y a très longtemps la japonisation des banques centrales, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 7 à 10% de déficit budgétaire par an, la banque centrale qui achète toutes les obligues pour maintenir les taux à 0. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les banques centrales, c'est de la com, hein, font semblant, si vous voulez, de faire quelque chose. J'espère qu'elles sont conscientes que ça ne sert à rien. Je l'espère, parce que quand je vois Madame Lagarde et le niveau qu'elle a en économie, si vous voulez, je peux encore me poser des questions. Mais j'espère qu'elles s'en rendent compte et qu'ils vont automatiquement, dans quelques mois, je pense que début 2023, ça va être réglé, c'est-à-dire qu'ils vont faire machine arrière. Machine arrière, pas simplement la BCE, la Fed aussi. Ils vont faire machine arrière, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, non, mais d'accord, mais là, on ne peut pas supporter des taux à 5 ou à 6% parce que ça veut dire que la zone euro va éclater. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont reprendre les quantitative easing, ils vont reprendre la planche à billets. Alors, vous allez me dire, ouais, mais d'accord, mais s'ils font ça, eh bien, la monnaie va s'effondrer. Et donc, vous allez avoir encore plus d'inflation. Non, vous n'allez pas avoir encore plus d'inflation, vous allez avoir de l'hyperinflation. C'est encore mieux. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir à un moment une perte de confiance totale dans la monnaie, ça va s'écrouler, mais comme vous l'avez eu au Liban, comme vous l'avez eu en Argentine, comme vous l'avez eu au Venezuela, etc. Et donc à ce moment-là, votre monnaie ne vaudra plus rien.
Vous aurez des brouettes de billets pour aller vous acheter votre baguette de pain. C'est ça qui va se passer. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais la Banque centrale le sait très bien, elle ne va pas le faire. Si, la Banque centrale, d'abord, oubliez que la Banque centrale est indépendante, parce que ce n'est pas vrai. Elle n'est absolument pas indépendante, elle travaille main dans la main avec les gouvernements. Donc, elle n'est pas indépendante. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est quand même le truc le plus pratique pour faire disparaître la dette. Aujourd'hui, vous avez deux solutions pour faire disparaître une dette. Enfin, vous en avez trois, mais la troisième est tellement impossible. Soit vous avez de la croissance à plus savoir qu'en faire, et à ce moment-là, votre dette, elle diminue, parce que tous les ans, vous pouvez rembourser. Okay, soit, la deuxième chose, bah, vous faites défaut. Sauf que pour faire défaut, qu'est-ce qu'il faut? Il faut comme monsieur Bernard Tapie disait, il faut un gars qui soit sévèrement burné, qui aille à la télé, notre petit Macron, qui aille à la télé et qui nous dise messieurs, je ne vais pas vous rembourser. Je fais un haircut sur la dette, c'est-à-dire je vais rembourser 15% de ma dette ou 20% de ma dette, mais vous allez vous asseoir sur 80%. À ce moment-là, je ne lui conseille pas d'aller se balader sur les plages au fort de Brégançon, parce qu'il va se faire lyncher. Et parce que c'est une vraie décision politique, si vous voulez. C'est-à-dire que ça veut dire que le président vous regarde droit dans les yeux en disant « je te ruine ». Et puis pas simplement Bernard Arnault, tout le monde a des obligations d'État dans ses comptes. Dès que vous avez un produit bancaire, vous avez des obligations d'État. Dès que vous avez une assurance vie, vous avez des obligations d'État dedans. Donc, il ruine tout le monde. C'est pas facile à assumer, d'accord? Parce que c'est vraiment une décision qui vous est propre. Et il y a la solution idéale. La solution idéale, c'est l'inflation. Pourquoi? Il va pouvoir mettre ça sur le dos de Christine Lagarde. Il va dire, ben, c'est pas moi, hein, la Banque centrale, c'est pas moi qui imprime des billets, c'est la Banque centrale. Ou de Poutine aujourd'hui. Il va même nous mettre ça sur le dos. C'est-à-dire qu'il va dire, mais c'est vous qui avez... Petit bug. Ah, j'ai l'impression que je vous ai perdu. C'est bon, c'est bon. Donc vous disiez que c'était la faute de Christine Lagarde ou de notre faute s'il y avait de l'inflation? Oui, parce que... Aïe, 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 aïe. Olivier va revenir dans 2 minutes. Allô, allô? Oui, ah voilà. Est-ce que vous pouvez rafraîchir la page, peut-être? La connexion commence à bugger, je crois que ça vient de chez vous. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ok, ok. Bah, allez-y, continuez. On parlait du coup de l'inflation qui allait nous retomber dessus, soit à nous, soit sur Christine Lagarde. Ça y est, je vous ai reperdu. J'ai un petit truc qui progresse là, mais j'ai plus d'image sur vous. Voilà. Rafraîchissez la page si vous voulez bien sur Internet. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends bien, moi. Je vous entends bien, mais des fois ça lag en fait. Rafraîchissez la page et profitez-en pour éteindre les notifications sur votre téléphone. On les entend en fait quand vous recevez des messages. Vous êtes en Wi-Fi ou en 4G, 5G? Là, je suis en Wi-Fi. Si vous voulez bien vous mettre en 4G, si vous avez la 4G, je pense que ce serait un peu mieux. Je sais pas, parce que moi, je continue. Hein, c'est de votre côté que ça marche pas. J'ai l'impression. Ok, bah moi, c'était de votre côté du coup que je voyais que ça buguait, mais je sais pas. Moi, je suis en filaire, donc normalement, ça devrait aller. Bon, j'en profite pour vous dire, en tout cas, de mettre un petit j'aime à cette vidéo, si vous voulez bien.
Olivier va revenir dans 2 minutes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également et à regarder les liens en description. N'oubliez pas. On vous propose également de prendre rendez-vous pour commencer à vous débancariser et à trouver des solutions en fait d'autonomie et de souveraineté individuelle, comme le parle aussi bien Olivier. Quand on a de la souveraineté individuelle, eh bien, on est Ça y est. de toute façon aux pressions politiques, fiscales et compagnie. Aux pressions politiques, fiscales et compagnie. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Oui, bon. Donc, j'étais en train de vous dire sur l'inflation, je vous disais que, évidemment, le fait de la perte de confiance de la monnaie, vous pouvez le mettre sur le dos des populations en leur disant, ben voilà, c'est vous qui avez perdu confiance, vous n'auriez pas dû perdre confiance, donc c'est de votre faute ce qui se passe, c'est pas de la mienne, c'est pas une décision politique. Si vous voulez. Donc c'est beaucoup plus facile à faire passer auprès des gens qui en plus sont assez ignorants en termes économiques que d'essayer de faire un défaut de paiement, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis je vous dis, vous êtes directement celui qui a pris la décision. Voilà. Donc sur l'inflation, et malheureusement aujourd'hui, le problème, c'est que aussi bien en termes d'inflation, enfin de hausse des prix et que de pénurie, de coupure d'électricité, etc., c'est que le problème, c'est que ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, c'est simplement des mauvaises décisions qui ont été prises depuis des années par les différents dirigeants politiques pour s'adjoindre les voix des écolos. On a fermé le nucléaire, on a tout misé sur les gros ventilateurs qui servent à rien et qui coûtent une fortune, et un espèce de vrai business là-dessus on aurait mieux fait de prévoir de construire des centrales nucléaires, de faire de la recherche pour atténuer ou enlever les radiations des déchets nucléaires, pour trouver des solutions de stockage, etc., intelligentes, plutôt que de s'amuser à mettre des éoliennes partout qui, je vous dis, ne servent à rien sauf à faire monter les prix. Donc, et cette incurie des politiques, malheureusement, ne va pas être réglée en 3 jours. Le problème, c'est ça, c'est qu'on vous dit, ah bah oui, on va se passer du gaz russe. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Il y a quelque chose de plus polluant que le gaz de schiste? Non, ça n'existe pas. C'est vraiment bon. Donc, on va importer du gaz de schiste des États-Unis. On va l'importer évidemment très cher parce que les Américains ne sont pas fous. Hein, ils vont nous le vendre extrêmement cher. Et là, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça veut dire que si vous voulez remplacer complètement le gaz russe, il faut construire 5000 méthaniers. Vous avez vu la tête d'un méthanier? Vous pensez que ça se construit en quoi? En 3 jours? Non, c'est 10 ans. C'est 15 ans. Donc c'est ridicule. Toutes ces annonces sont ridicules. En plus, le méthanier, il faut qu'il fasse des allers-retours comme ça à longueur de temps entre les États-Unis et l'Europe. Et puis une fois qu'il arrive au port, vous pensez qu'il y a des infrastructures pour les accueillir? Non. Vous savez qu'il faut détendre le gaz ensuite, parce que le gaz, il arrive sous l'état liquide. Donc il faut le rendre gazeux pour pouvoir le transporter par des gazoducs. Et les investissements, ils sont faits? Non, pas du tout. Il faut les faire. Pensez que ça se fait en 2 jours aussi? Non. Le pétrole, c'est pareil. Le pétrole, quand vous savez qu'une raffinerie, c'est fait pour accepter un certain type de pétrole. Là, vous ne pouvez pas, comme ça, du jour au lendemain, dire je vais prendre du pétrole
de schiste américain pour remplacer le pétrole d'Arabie Saoudite. Ça ne marche pas comme ça. Ça, personne ne le sait, personne ne le dit. C'est une réalité. Une raffinerie, elle est prévue pour accepter tel et tel type de pétrole avec tel et tel taux de soufre, etc. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dedans du jour au lendemain. Donc, il faut reconstruire une raffinerie. Mais ça met combien de temps? Et là, vous avez M. Macron qui nous annonce qu'on va construire 14 réacteurs nucléaires. Mon petit chou, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Arrête de faire des phrases comme ça n'importe comment. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant les 15 ans que les EPR soient construits? On fait quoi en attendant? Enfin, on marche sur la tête totalement. Chaque décision qui est prise, c'est une mauvaise décision. Il faut que les gens se rendent compte de ça. Quand ils votent pour M. Macron, ils votent pour un type qui est en train de nous envoyer dans le mur. Avec un tel constat, vraiment, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Quand vous décrivez les phénomènes inflationnistes et puis surtout là, les pénuries de carburant, c'est vraiment structurel, il n'y a vraiment rien à faire, on dirait, mettre fin à cette fameuse guerre ukrainienne et faire la paix avec la Russie, ça paraît totalement impossible. Alors, même si on fait ça, le problème, il va y avoir deux problèmes. C'est que ça ne réglera pas notre problème d'électricité. D'accord ? On en est au point où on relance des centrales à charbon. Et pendant ce temps-là, il y a M. Macron qui nous fait un cours sur l'écologie. C'est n'importe quoi. Il va envoyer du fric à l'Afrique du Sud pour qu'elle relance ses centrales à charbon. Non mais, c'est une joke. C'est vraiment une plaisanterie, ce type. Mais une mauvaise plaisanterie. Très mauvaise. Série B, C, D, voire Z. C'est n'importe quoi tout le temps. Le problème, c'est ça. C'est que on vous sort des trucs comme ça. C'est des slogans, c'est des éléments de langage, mais ça ne veut rien dire. Donc, il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Et donc, c'est pas parce que demain, évidemment que ça va améliorer la situation. Ça serait idiot de dire que ça ne va pas améliorer la situation. Mais ça ne réglera pas, et de loin, tous nos problèmes. Et en plus, franchement, moi, je serais Poutine. Je me suis fait cracher à la gueule par M. Macron pendant 10 mois. On m'a insulté, on m'a sanctionné. J'aurais tendance à dire, quand M. Macron va se repointer devant moi pour avoir mon gaz et mon pétrole, je lui dirais volontiers d'aller voir ailleurs si j'y suis, quoi. Ou ça va coûter très cher. C'est dans ces termes-là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a un moment où... et on le voit tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais c'est minable. Cette image où il est avec Maduro à la COP 27, là, cette image où il est avec Maduro, alors que il était prêt à le faire liquider, Maduro, quand il y a eu le coup d'État manqué, foireux, qui a sorti Maduro. Enfin, je veux dire, tout de suite, M. Macron a reconnu comment il s'appelle, aidez-moi, ça ne me revient pas. Il a reconnu. Ben, celui qui avait pris la place de Maduro. Chavez. Non. Le gars d'extrême droite. C'était l'opposant de Maduro, c'est ça? Oui. Oui, j'ai oublié son nom, mais il a totalement disparu de la sphère publique. Oui, mais ça fait quelque chose. Ça va me revenir. Bon, enfin bref. Donc, tout de suite, Macron l'avait reconnu, etc., s'était félicité, etc. Là, il revient comme un minable devant Maduro
Pourquoi? Parce qu'ils ont du pétrole. Enfin, on ne fait pas une politique étrangère comme ça. C'est n'importe quoi. Depuis qu'il est arrivé, M. Macron, il insulte tout le monde. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il s'en prenne une en retour. Il a insulté les Italiens. Donc là, maintenant que la nouvelle Premier ministre est arrivée, il se fait envoyer sur les roses par elle. Enfin, je veux dire, on n'a que ce qu'on mérite finalement. On a quelqu'un qui est immature, totalement immature, qui arrive, qui se prend pour le coq de la basse-cour, qui insulte tout le monde, mais on n'est pas en position d'insulter qui que ce soit. On n'est pas en position d'insulter qui que ce soit. On est un tout petit pays. Et on est un tout petit pays qui a perdu totalement son industrie, qui ne va pas la récupérer et qui a perdu toute sa puissance. Et aujourd'hui, comme on est incapable de faire respecter un traité dont on est pourtant à l'origine, eh bien, il y a des guerres en Europe. Alors moi, ça me fait marrer quand on vous dit que grâce à l'Union européenne, on n'a pas eu de guerre en Europe. Ça fait la deuxième déjà. Kosovo et maintenant Ukraine. Donc arrêtons de dire ces bêtises sans arrêt pour justifier une Europe fédérale qui, je l'espère, ne verra jamais le jour. Oui, donc c'était Juan Guaidó, l'opposant. Désolé, ça fait 5 minutes que j'essaie de régler le micro. Moi, si ça va prendre un chat, du coup, moi, je ne comprends pas pourquoi les taux d'intérêt. Alors, ça sert à rien. Sur les taux d'évaluation économique, que ce soit le problème de ça. Mais alors, déjà, les taux d'intérêt, qu'est-ce qui est monté? Ce sont les taux d'intérêt de marché. D'accord? Donc, les taux d'intérêt à long terme, les taux d'intérêt de marché. Ce n'est pas les taux directeurs de la Banque centrale. Les taux directeurs de la Banque centrale, ils sont montés, c'est elle qui les a montés. Mais le problème, c'est que ce sont les taux de marché. Les taux de marché, jusqu'à présent, c'était des taux administrés. Depuis 2009, c'est-à-dire depuis les quantitative easing, et depuis la planche à billets, c'est à ça que ça sert, les quantitative easing. Ça sert à administrer les prix. C'est-à-dire que vous achetez des obligations à tour de bras, et comme vous les achetez à tour de bras, eh bien évidemment, pour que les taux baissent, il faut que les obligations montent, et donc vous achetez des obligations. La Banque centrale achète des obligations d'État et des obligations d'entreprise, et elle fait baisser les taux, puisqu'elle fait monter le prix de l'obligation, et donc elle fait baisser le taux d'intérêt. Ça, ce sont des prix qui sont totalement administrés. Si vous n'avez pas la Banque centrale, vos taux d'intérêt, qui sont des taux de marché, vont aller s'équilibrer en fonction notamment de votre dette. Plus vous êtes endetté, plus vous représentez un risque pour celui qui vous prête de l'argent. Risque qu'il ne revoit pas son argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à être rémunéré beaucoup plus. Logique. D'accord? Si vous prêtez de l'argent à LVMH, vous êtes à peu près sûr de retrouver votre argent. Donc, LVMH ne va pas être obligé, pour vous faire acheter ses obligations, à vous mettre des taux d'intérêt très élevés, puisque le risque est nul. Donc, comme le risque est nul, vous n'allez pas faire payer le risque. Si en revanche, vous allez prêter à une entreprise qui est au bord de la faillite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander un taux d'intérêt très élevé, puisque votre risque est très important. Et donc, en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que la Banque centrale a arrêté d'administrer les prix, donc de contrôler la hausse, eh bien, à ce moment-là, les prix sont redevenus, si vous voulez, entre guillemets, des prix de marché. C'est le marché qui a fait le prix. Et le marché, il demande un taux d'intérêt de plus en plus élevé. Pourquoi?
Parce qu'il sait très bien qu'il y a un risque important qu'il ne retrouve pas ses sous. Donc, souvenez-vous, au moment, en 2011, de ce qui s'était passé, par exemple, sur la Grèce, où vous aviez des taux qui, à un moment, étaient montés à 30%, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que le gars, il savait très bien qu'il avait quand même des très gros risques de jamais revoir son pognon. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une rémunération bien plus élevée pour rémunérer son risque. Demain, on a des chiffres d'inflation qui sortent. Est-ce que il y a tout le marché en fait attend de voir ce que va donner ces chiffres des prix, mais c'est surtout aux États-Unis, donc c'est différent qu'en Europe. À 14h30, tout le monde attend en fait ces fameux chiffres. Vous pensez du coup que ça va avoir une forte influence comme les gens pensent? Vous pensez que ça va rien changer? Est-ce que l'inflation va être là, c'est vraiment durable? C'est vraiment durable. Mais les grandes banques, genre les grandes banques, America et compagnie, disent qu'en fait on a atteint un pic d'inflation aux États-Unis que l'Europe. Vous pensez que le pic d'inflation est atteint aux États-Unis? Est atteint aux États-Unis? Qui vont tomber demain vont changer un peu la donne, qu'ils vont continuer d'augmenter les taux d'intérêt, ou alors ils vont finir définitivement de le faire, ils vont relancer la planche à billets. Comment ça va se passer après tout ça? Non, alors la relance de la planche à billets, moi je la prévois pas pour demain. Je vous dis, je pense qu'on va aller jusqu'à la fin de l'année avant qu'ils retournent leur veste. Mais ils retourneront leur veste. De toute façon, ils retourneront leur veste. Alors, est-ce que ça sera... Continuez de parler, je reviens pour régler le problème de Est-ce que ce sera en janvier? Est-ce que ça sera en février? Est-ce que ça sera en mars? J'en sais rien. Mais ça se fera de toute façon dans les mois qui viennent. Maintenant, sur la hausse des prix, en effet, si vous voulez, la récession a fait que vous avez en tout cas certains prix, peut-être pas tous les prix, mais vous avez certains prix qui sont revenus à des taux, je dirais, normaux. Souvenez-vous, quand il y a quelques mois, le prix du pétrole était à 120 $. Il montait à 120 $. Et à 120 $, vous aviez la quasi-totalité des experts qui vous disaient que ça allait à 140. Moi, je faisais partie des seuls à dire non, ça n'ira pas à 140, ça ira à 70. J'avais même donné entre 70 et 80. Et pourquoi j'avais donné entre 70 et 80? Tout simplement parce que j'avais dit, avec ce qui se passe, on est en récession et il y a un moment où la demande va s'écrouler parce que les gens ne pourront plus payer. Et à ce moment-là, quand on va se mettre à parler de récession, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous aurez une baisse des prix du pétrole. Alors, moins forte que dans un cas normal, puisqu'il y avait ces difficultés d'approvisionnement, il y avait les sanctions contre les Russes, les contre-sanctions des Russes contre nous, etc. Tout ça faisait que géopolitiquement, eh bien, vous aviez un amortisseur qui faisait que les prix iraient probablement pas plus bas, mais qu'on allait retourner à la normale. Et la normale, c'est quoi? C'était avant la guerre. Et avant la guerre, le pétrole, il était à combien? Il était aux alentours de 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on n'est jamais allé à 140, qu'on s'est mis à ce moment-là à parler récession. D'accord? Il y a eu le premier trimestre américain en négatif, deuxième trimestre en négatif. Alors évidemment, là, tout le monde s'est précipité pour nous expliquer que 2 trimestres consécutifs, c'était pas une récession, alors que ça a toujours été comme ça depuis je ne sais combien de temps. Mais vous savez, la grande méthode, quand le thermomètre nous indique pas le bon chiffre, eh bien, on casse le thermomètre, on change de thermomètre. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, on nous a expliqué que 2 trimestres, en fait, ça voulait rien dire, que c'était pas une récession, etc. C'était de fait une récession. Et donc, à ce moment-là, baisse de la demande. Et là, ce que beaucoup de spécialistes n'ont jamais compris,
c'est que il vous explique, et ce qui est tout à fait vrai, il vous explique qu'il y a une contrainte sur l'offre, que comme il y a une contrainte sur l'offre, eh bien les prix vont s'envoler parce que on va pas pouvoir fournir assez. En fait, le marché, il s'en fout. Le marché, ce qu'il voit, c'est la demande. D'accord ? S'il n'y a pas de demande, c'est-à-dire s'il y a une récession, s'il n'y a pas de demande, eh ben, le marché baisse, les prix baissent. Et c'est ce qui s'est passé. Alors là, aujourd'hui, avec certaines tensions, etc., on est remonté un petit peu au-dessus de 90, on rebaissera. Donc, vous avez une composante, en tout cas, de l'inflation qui est, en effet, au fur et à mesure que la récession va se développer, au fur et à mesure que les entreprises vont faire faillite, etc., eh bien, vous aurez une baisse de certains prix. D'accord ? Et n'imaginez pas que quand vous avez une entreprise, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui avait en termes de coût, qui avait 2% de son chiffre d'affaires en coût de son énergie, qui passe à 8% parce que sa note a été x4, n'imaginez pas que le chef d'entreprise, il va augmenter les salaires. Donc, il n'augmentera pas les salaires. Donc, n'imaginez pas ça. Donc, tout ça fait que, aujourd'hui, en effet, je pense que vous aurez très probablement un pic d'inflation. Ça ne veut pas dire pour ça que l'inflation va rebaisser très fortement, mais ça veut dire que je pense que aux États-Unis, par exemple, avec le peu de demande qu'il y a, puisqu'ils sont en récession, j'insiste, avec le peu de demande qu'il y a, je pense que les prix ne vont pas continuer à monter. Voilà. Alors après, il y a une autre phase, hein, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a la hausse des prix à la consommation, alors qui en plus est loin du chiffre publié. Ça, j'espère que tout le monde en a conscience. D'ailleurs, c'est un chiffre qui est calculé, et qui est calculé pourquoi ? Pour que vous vous teniez tranquille. Pas pour autre chose. D'accord ? Quand on vous annonce des taux d'inflation de 6%, évidemment que ce n'est pas votre coût de la vie qui augmente de 6%. Votre coût de la vie, il augmente bien plus que ça. De fait, simplement, du calcul de ce taux d'inflation. Le calcul de ce taux d'inflation, c'est là aussi, quand on se penche réellement sur comment c'est fait, c'est totalement lunaire. Alors, on vous met le prix de la balle de tennis, on vous met des trucs que vous n'achetez jamais, par définition. D'accord ? Donc, en revanche, le prix de votre logement, lui, il est très, très, très sous-évalué. Le prix si le prix de votre voiture augmente, on va vous dire, ouais, mais d'accord, mais pondéré de l'upgrade technologique, en fait, ça n'augmente pas. Ouais, mais d'accord, mais enfin, vous le payez quand même 10% de plus. Bon, alors moi, je veux bien que ça n'augmente pas, parce que vous avez les vitres électriques et parce que vos phares s'éteignent quand ils croisent quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Enfin, vous avez quand même réellement déboursé 10% de plus. Donc, tout ça, c'est des méthodes qui vous permettent de sous-évaluer l'inflation, parce que si on vous disait la vérité, si on vous disait exactement quel est le vrai taux d'inflation, à ce moment-là, vous seriez assez facilement capable de réaliser quelle est votre baisse de revenus réels, votre baisse de revenus disponibles, une fois que vous avez payé toutes les charges contraintes. Augmentation des impôts, le logement, la nourriture, le gaz et l'électricité pour vous chauffer, etc. Ça, c'est des dépenses contraintes. Ça, si jamais les gens prenaient conscience qu'on se fout de leur gueule depuis 20 ans, je pense que ça irait beaucoup plus mal. Il y aurait un deuxième round de gilets jaunes, mais un petit peu plus méchant que le premier, on va dire.
Il y a une solution que vous n'avez pas évoquée pour sortir de cette crise. Pour sortir en fait de cette récession, plutôt, ce serait plutôt une grosse crise majeure. Est-ce que ça, ce serait la solution justement pour pallier à l'endettement, à l'inflation, peut-être à tous les problèmes d'un coup, avec une sorte de grand reset de l'économie, une grande crise ou alors une grande guerre, pourquoi pas, avec les prémices que l'on vit actuellement. Si, mais alors déjà que généralement on me dit que je donne des dépressions à chaque fois qu'on m'écoute. Si jamais je commence à parler de guerre et de grand reset, ça va pas arranger les choses. Donc, je vais essayer. Là, c'est la première fois que je passe chez vous. Je vais essayer d'être un petit peu optimiste. Très bien. Très bien. Au niveau des banques centrales. Non, mais évidemment que la guerre est une solution, mais enfin, c'est pas souhaitable. Oui, on se bombarde à coups de bombes nucléaires, ça va régler beaucoup de problèmes. Enfin bon, ça va tellement bien les régler qu'on ne sera plus là pour en parler. Hein. Oui, c'est sûr. Surtout avec un petit pays comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien là? Là, ça a coupé, mais allez-y. Alors attendez, j'essaie de régler depuis tout à l'heure. On me dit qu'il y a un écho depuis tout à l'heure. De la marche est trop fort, non? La marche est trop fort, non? Moi, je voulais parler un peu de ce qui se passe sur les centrales. Est-ce que tout le problème, ça vient pas finalement de ces instances indépendantes qui sont indépendantes? Vous m'entendez? Le problème ne vient pas de quelles instances? Des banques centrales et commerciales. Des banques centrales et commerciales. On a notamment la Réserve fédérale américaine qui donne le là pour toutes les autres banques centrales de l'économie, et vu que le dollar, des relations commerciales, des transactions internationales, a un pouvoir de décision qui est vachement important. Est-ce que le problème, vous avez dit que les banques privées n'étaient, enfin les banques centrales n'étaient pas indépendantes. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que du coup, qui contrôle les banques privées ou c'est les banques privées qui contrôlent l'État? Parce que des fois, on a du mal à savoir. Certes, elles sont relativement indépendantes, mais en fait, est-ce qu'elles sont dans la main du politique ou est-ce que c'est le politique du coup qui leur disent, bon, bah, faites ça, on veut des taux d'intérêt plus hauts, etc. On a un peu de mal à voir ça, et surtout quand on étudie l'histoire de la Réserve fédérale américaine, on voit que ça a été fondé par des banquiers privés. Déjà, l'histoire des banques centrales ne donne pas confiance aux institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux choses. Dans votre question, il y a les banques commerciales. Les banques commerciales, excusez-moi, elles sont aux ordres des politiques. D'accord, puisque de qui dépend une Société Générale, une Crédit Agricole et une BNP? De Bercy. Si Bercy n'obtient pas ce qu'il veut, ce qu'il exige, il coupe la licence bancaire et c'est terminé. Donc, bien sûr que les banques aujourd'hui sont totalement dépendantes de ce que leur dit le politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment que les banques centrales marchent main dans la main avec les politiques. La BCE n'a pas arrêté de s'asseoir sur ses statuts et sur les traités. Enfin, je veux dire, normalement, une banque centrale n'achète pas d'actions. Normalement, une banque centrale n'achète pas d'obligations privées. Normalement, une banque centrale a des pourcentages à respecter sur les obligations qu'elle achète des différents pays, pour la Banque centrale européenne. Tout ça, on s'est joyeusement assis dessus et on a fait le contraire de ce qui était autorisé. Donc, vous marchez évidemment la main dans la main entre les politiques et les banques centrales. Si les banques centrales n'avaient pas depuis des années acheté, fait tourner la planche à billets
acheter avec les quantitative easing des obligations de tous les pays, mais on serait à 5 ou 6% de taux depuis déjà un bon moment. Donc, c'est elle qui a permis aux États de s'endetter, de faire du déficit budgétaire tous les ans. Donc, bien sûr que non, elles ne sont pas indépendantes. Très bien. Est-ce que vous pensez que du coup, des solutions de monnaie locale ou alors des solutions comme battre le franc, comme le propose le capitaine Juvin Drumet, est-ce que ce sont des solutions monétaires et financières intéressantes pour reprendre un peu de souveraineté? C'est marqué dans le nom, c'est-à-dire c'est des monnaies locales. Donc ça sert localement. Voilà. Donc oui, pour du local, pourquoi pas, mais pour du local. Après, vous avez toutes les transactions internationales, etc. Et il faudra bien un moment qu'on prenne en compte que l'euro est une monnaie qui est bancale, qui a été mal montée, qui a été et qui ne correspond pas, puisque ça a été monté sur un cadre qui était le Deutschmark, hein, tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas mettre la monnaie qui est collée sur un Deutschmark à la Grèce, par exemple. C'est totalement idiot, ce fait. Donc, oui, les monnaies vont s'effondrer. Les monnaies faibles en premier, évidemment, donc l'euro par exemple, le yen par exemple aussi, et en revanche, le dollar subsistera pendant encore un moment. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce prix Nobel qui a été accordé à Per Bernanke, qui peut être considéré comme un des principaux responsables de ce qui se passe aujourd'hui? Mais vous savez, moi, les prix Nobel, depuis que Obama a le prix Nobel de la paix, j'ai quand même un peu de mal avec les prix Nobel. Et puis quand je vois ce que peuvent sortir certains de nos prix Nobel d'économie, j'ai aussi beaucoup de mal. Donc, prix Nobel, pour moi, c'est pas un signe c'est pas un signe d'intelligence, ça serait plutôt le contraire. Très bien. On a un problème avec les banques commerciales. Elles jouent avec l'épargne des déposants. Il y a une séparation initiale des activités des banques. Et aujourd'hui, les banques jouent avec l'argent des banques. Est-ce que ce n'est pas un des énormes problèmes Est-ce que ce n'est pas un des plus gros problèmes aujourd'hui, cette séparation, justement, des banques de dépôt et des banques d'affaires? Ah ben si, bien sûr. Bien sûr. Et on a, là, pour le coup, loupé le coche en 2008. C'est-à-dire qu'en 2008, au moment où les banques étaient en train de couler toutes, hein, il aurait fallu à ce moment-là, et on l'a dit, hein, on était un certain nombre à le dire à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on aurait dû leur refaire signer, si vous voulez, un Glass-Steagall Act, c'est-à-dire la séparation des activités de marché et des activités de dépôt. Et donc, le fait est qu'on n'en a pas profité à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on les a sortis de l'eau, on les a séchés, on les a nourris, etc. Et c'est seulement après qu'on leur a dit, est-ce que par hasard, vous pourriez faire quelque chose? Sauf que, évidemment, une fois qu'elles étaient toutes sauvées, elles ont dit à ce moment-là, bah non, on n'a pas envie, quoi. Et donc, vous êtes aujourd'hui, à cause de ça, dans une situation qui est encore pire que 2007. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, si vous voulez. Alors, on vous a enfumé pendant 10 ans, 12 ans, en vous expliquant que nous réalisions tous les ans des stress tests qui prouvaient que les banques
étaient toutes pimpantes et qu'il n'y avait aucun souci, aucun problème. Mais c'était l'école des fans, hein, c'était tout le monde met son petit panneau avec le gagnant avec la note maximale, avec la note de 10. Vous verrez que, par exemple, la dernière les deux dernières qui ont eu des difficultés, la Deutsche Bank et le Crédit Suisse, parce que vous avez deux banques en Suisse, l'UBS et le Crédit Suisse, qui sont du même niveau que la Société Générale et consorts, donc qui fonctionnent de la même façon, qui ont les mêmes risques, qui ont les mêmes leverages, etc., donc qui sont des banques à risque. Or, ces banques-là ont depuis 10 ans passé tous les stress tests du monde. D'accord ? Quand vous avez eu, il y a quelques années, 3 banques vénitiennes qui ont sauté, ces 3 banques vénitiennes avaient passé tous les stress tests avant. Et on vous disait, mais il n'y a aucun problème, etc. Ça représentait à L3 quand même 2% du PIB italien, quand même, c'est pas rien. Donc, vous n'avez rien réglé, mais comme d'habitude, hein, vous n'avez rien réglé en 2008, hein, vous n'avez pas séparé les activités de marché des activités de dépôt. Résultat, les banques qui, à cette époque-là, étaient en risque parce qu'elles avaient des leverages qui étaient très importants, eh bien, sont toujours dans le même état aujourd'hui, avec quelquefois encore plus de leverage qu'avant, sur des montants encore plus phénoménaux. Et voilà, et donc, oui, on sait que ça va nous péter dans la figure, on ne sait pas à quel moment, mais ce qu'on sait, c'est que ça va le faire à un moment, et à ce moment-là, suivant la banque, suivant la taille de la banque, suivant la taille du pépin, eh bien, soit c'est la Banque centrale qui émettra ce qu'il faut pour régler le problème, soit, deuxième solution, on fermera les banques et puis on ponctionnera ce qu'il y a dessus. Vous parlez du dollar. Est-ce que pour vous, malgré la hausse du dollar qui est exponentielle, c'est toujours intéressant d'être dessus? Ben oui, parce que je vous ai dit, l'économie européenne est en train de s'effondrer totalement, donc il vaut mieux être sur le dollar, même si c'est pas pour la vie entière, hein, mais aujourd'hui, le fait est que quand vous avez un problème, quand vous avez une guerre, quand vous avez des gros pépins économiques, qu'est-ce que font les différents acteurs, les différents investisseurs? Ils vont se réfugier sur le dollar. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça. Face aux autres devises, que c'est indispensable aujourd'hui. Mais beaucoup de gens se posent la question du point haut de devise. Beaucoup de gens, il y a encore quelques mois, il y a encore quelques trimestres, vous annoncez la fin du dollar. D'accord? Donc, ils se sont trompés. Le fait est là. Hein. Et ils continueront à se tromper parce que le problème, si vous voulez, c'est que vous avez beau avoir des pays qui se dédollarisent, vous avez beau avoir en effet des gens qui en ont marre d'être soumis au diktat américain par le dollar, ça n'empêche que c'est l'actif le plus liquide au monde et donc vous avez un réflexe que quel que soit le pépin, quelle que soit l'origine du pépin, même si c'est une origine américaine, regardez ce qui s'est passé en 2008, regardez, pourtant les subprimes ça venait de chez eux, hein, ça venait pas de nous, ça venait bien de chez eux, eh bien regardez ce qui s'est passé, le dollar a monté. Et là aujourd'hui, les gens ils vont pas aller se réfugier, si vous voulez, sur le franc suisse ou sur la couronne norvégienne. Je veux dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils ne peuvent pas aller dessus.
ou alors ils vont les satelliser. Donc, le seul actif sur lequel, en appuyant sur un bouton, vous pouvez acheter pour plusieurs milliards sans le faire bouger d'un cent, c'est le dollar. Donc après, moi, on peut me raconter la messe. Le problème, c'est que, je vous dis, X fois, on nous a annoncé, ça y est, c'est la fin du dollar, le dollar va s'écrouler, etc. Non, parce que le dollar, il est coté par rapport à d'autres devises qui sont bien plus en position, dans une mauvaise position que le dollar. Le yen est dans une mauvaise position, l'euro est dans une mauvaise position parce que c'est mal monté depuis l'origine, etc. Voilà, donc je préfère aujourd'hui avoir du dollar que de l'euro et du yen. Maintenant, si vous me demandez est-ce que dans 3 ans je serai toujours du même avis, ou dans 4 ans ou dans 5 ans je serai toujours du même avis, je vais vous dire non. Voilà, il y a un moment où en effet il faudra basculer sur autre chose. Mais pour l'instant, force est de constater qu'il vaut mieux avoir des investissements en dollars que d'avoir des investissements en euros. Et qu'est-ce qu'on a comme opportunité d'investissement aujourd'hui? Vous avez plein d'opportunités d'investissement. Vous avez une possibilité qui est l'achat de l'or. Pourquoi? Parce que quand je dis or, aussi argent, aussi platine, aussi, etc. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ça a le mérite de cocher un certain nombre de cases. Quand je dis cocher un certain nombre de cases, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chose, ça vous permet de sortir de la banque. Vous n'êtes plus dans la banque. À partir du moment où vous avez acheté de l'or physique, vous n'êtes plus dans la banque. Vous n'êtes plus non plus en euros. Vous êtes en or. C'est parfaitement liquide, hein. Vous achetez des pièces, vous revendez des pièces, il n'y a aucun problème, si vous voulez. Et vous avez un actif liquide entre les mains. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même nettement plus compliqué de venir vous le chercher, si vous voulez. Mettre un compte à 0 dans une banque, il n'y a rien de plus simple. Fermer une banque, il n'y a rien de plus simple. Allez demander aux Libanais comment ça s'est passé. Allez demander aux Argentins comment ça s'est passé. Il n'y a rien de plus simple. Vous arrivez le lundi matin, la banque est fermée. Vous ne pouvez plus faire aucune transaction. Donc ça, c'est très, très facile. Simplement, s'ils veulent récupérer votre or, il va falloir qu'ils viennent chez chaque particulier pour aller lui demander son or. Et pour peu que le particulier en question soit un peu énervé, ça peut devenir vite taquin. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions. Après, vous en avez d'autres. Vous avez, pour des gens qui ont plus de fortune, ils ont la possibilité d'aller ouvrir un compte dans une banque en dehors de l'Union européenne, dans des conditions parfaitement légales. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'ouvrir un compte absolument partout dans le monde, du moment que vous le déclarez. Et vous le déclarez. Il y a un échange automatique d'informations. De toute façon, par exemple, avec la Suisse, vous avez un échange automatique d'informations qui fait que vous ouvrez un compte. Finalement, le fisc s'en fiche complètement puisqu'il touchera la même chose. Ce qui va être à l'origine de l'impôt, c'est votre résidence fiscale. Ce n'est pas là où est votre compte. D'accord ? Donc, vous ouvrez un compte en Suisse, vous êtes résident fiscal en France, vous paierez l'impôt français. Si demain, vous faites votre sac et vous partez vous installer au Portugal, eh bien, après-demain, vous paierez l'impôt portugais. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout de l'évasion fiscale ou quoi que ce soit, c'est parfaitement légal. Vous avez la possibilité d'ouvrir un compte dans une banque privée. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure que le Crédit Suisse et l'UBS n'étaient pas des banques privées sûres, mais vous avez un tas de banques privées en Suisse qui sont sûres par leur métier, parce que justement, elles ne confondent pas tous les métiers comme une banque généraliste. Et donc, elles sont sûres, vous pouvez aller déposer votre argent dedans et l'investir. Alors après, l'investir, moi, aujourd'hui, l'investir en bourse, je trouve ça, pour moi, hors de prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout pricé
la récession qui va venir. C'est-à-dire que, en gros, il faut vous dire qu'une récession sur un marché action, c'est entre 30 et 40%. D'accord? Une récession normale. Là, on est loin d'une récession normale. Donc, ça veut dire, et les indices ne sont pas à moins 40. Donc, il y a encore de la marge. Sur les marchés obligataires, ça va être intéressant, mais pas encore tout de suite. Il faut attendre encore quelques semaines, voire quelques mois. Et là, en effet, vous pourrez reprendre des obligations. Mais là, aujourd'hui, ça me paraît un peu prématuré. Et puis, vous avez la possibilité, et c'est d'ailleurs ce que on devrait faire, parce que aujourd'hui, la bourse a absolument perdu son indication d'origine, son ADN. Avant, la bourse, c'était fait pour quoi? C'était fait pour financer des entreprises. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout fait pour financer des entreprises, c'est fait pour faire mumuse et jouer au casino. C'est exactement comme si vous alliez à Anguin, c'est la même chose. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir, parce que quand vous faites, par exemple, du trading à haute fréquence, il ne faut pas me dire que c'est pour aider la société à investir. C'est juste le truc le plus ridicule qui soit. D'accord? C'est se mettre le plus près possible de l'ordinateur de la bourse parce que vous gagnez une nanoseconde pour pouvoir passer des ordres à toute vitesse et généralement, à la fin de l'année, vous apercevez que vous n'avez pas gagné grand-chose. Enfin bon, ça fait tourner, ça fait du boulot pour quelques traders. Mais c'est absolument, on voit que c'est un non-sens. Ça veut rien dire, ça sert à rien. Bon. Donc, vous pouvez, en revanche, faire du financement privé, c'est-à-dire soit en private credit, soit donc prêter de l'argent à des entreprises pour qu'elles puissent investir, etc., des entreprises qui ne sont pas cotées. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des entreprises qui sont des startups, ça veut dire simplement que ce sont des entreprises qui n'arrivent plus à se financer auprès des banques parce que les banques ne font plus leur métier, parce qu'elles préfèrent aller faire mumuse en trading à haute fréquence sur les marchés, et donc leur prêter de l'argent, ou alors faire des clubs deals immobiliers aux États-Unis, etc. Mais alors, en revanche, éviter, parce que c'est la prochaine bulle qui va nous exploser dans la figure, c'est le private equity. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement d'argent qui a été déversé que les banques sont allées, les banques et les gérants sont allés dans le private equity, comme en plus il y avait une carotte fiscale, ils sont allés dans le private equity, ils se sont mis à acheter tout et n'importe quoi, parce qu'évidemment, le truc n'est pas extensible à l'infini. Donc, vous avez des fonds qui arrivaient à lever de la monnaie, beaucoup de monnaie, parce qu'il y avait des gens qui voulaient se défiscaliser ou autre, qui arrivaient à lever beaucoup de monnaie, sauf qu'à un moment, ils se retrouvaient, il n'y avait plus rien à acheter. Et à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des trucs de moins en moins sûrs, de moins en moins intéressants, avec de moins en moins de potentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, vous avez des entreprises là-dedans qui sont des entreprises zombies, qui valent extrêmement cher, mais qui servent à rien, qui n'auront jamais de chiffre d'affaires, jamais de résultats, et qui vont aller à la faillite. Et là, vous allez avoir une bulle, croyez-moi, en plus avec ce qui se passe, donc des coûts qui explosent. Vous avez des gens, dans tout le private equity, vous avez eu énormément, comme méthode de rachat, des LBO. Le LBO, qu'est-ce qu'il faut pour le rembourser? Il faut des dividendes. D'accord? Seulement avec ce qui se passe là, récession, augmentation des coûts, x4, x8, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être dur de sortir un dividende. Et donc, comment ils vont rembourser leur LBO? Là, ils ne pourront pas. Donc, ça va sauter. Donc, là, je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, je pense que ça va être assez intéressant à regarder.
Il peut y avoir une crise du private equity? Oui, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de l'investissement value? Du coup, on sort de la survalorisation du S&P 500, des entreprises de la tech, etc. Si on sélectionne des entreprises de l'économie réelle, alors certes, on va prendre un drawdown en bourse. C'est pas vrai. Vous n'avez pas les entreprises value ne sont pas sous-évaluées. C'est pas vrai. Elles sont surévaluées comme tout le marché parce qu'elles font partie d'indices, parce que, etc. Donc dire je vais acheter de l'air liquide ou du L'Oréal ou parce que c'est des belles boîtes. Oui, ce sont des belles boîtes. D'accord? Mais pourquoi les acheter maintenant plutôt que quand elles auront baissé de 60 ou de 70%? Pourquoi? Parce que ça vous amuse de perdre 70%? Je vois pas l'intérêt. Voilà. Or, elles baisseront de 70%. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire qu'elles seront emmenées au même titre que les autres. Il n'y a pas, on l'a bien vu d'ailleurs dans les cracks précédents, etc. Il n'y a rien qui résiste. Alors, il y a des trucs qui remontent plus vite que d'autres, hein, mais il n'y a rien qui résiste. Donc, maintenant, les boîtes, elles sont toutes dans des indices. La gestion s'est industrialisée, c'est-à-dire qu'elle s'est indicée, elle s'est benchmarkée. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tous les gérants sont sur les mêmes 10 valeurs. D'accord? Donc, vous avez des montants délirants qui sont investis sur très peu de valeurs. Regardez en 21, en 20, le Standard & Poor's, le Nasdaq, monté avec 6 ou 7 valeurs. Pas plus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ça monte, il n'y a aucun souci. Quand ça va se mettre à baisser, qui va acheter en face? Personne. D'accord? Vous savez, c'est le phénomène alors, je donne toujours une image qui est épouvantable, hein, un peu gore, mais c'est pour bien que les gens comprennent. Vous foutez le feu à un cinéma. Le mec qui est près de la sortie de secours, il se barre. Les autres, ils crament. Voilà. Parce que vous avez une toute petite porte et vous avez 250 personnes qui essaient de sortir en même temps. Et ça ne fonctionne pas. Eh bien, c'est la même chose en bourse. Aujourd'hui, on a industrialisé la gestion. Elles font toutes la même chose. Elles sont toutes investies sur les mêmes titres. Elles ont toutes finalement la même allocation d'actifs. Et donc, le jour où ça se retourne, il ne faudra pas être le dernier à sortir. Très bien. Voilà. Au niveau de l'expatriation, vous comptiez partir en Suisse. Je ne sais pas si ça a été fait déjà. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes, aux entrepreneurs? Est-ce qu'on doit s'engager en politique? Est-ce qu'on doit s'expatrier? Est-ce qu'on doit fonder son entreprise en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne donne aucun conseil sur l'expatriation parce que c'est quelque chose qui est ultra personnel. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué parce que ça veut dire que vous quittez vos amis, votre famille, etc. C'est pas du tout quelque chose qui se fait au niveau d'un conseiller ni fiscal ni autre. C'est vraiment une décision et c'est vraiment une décision lourde psychologiquement pour beaucoup de gens. Et même si vous êtes très riche, c'est compliqué. C'est très compliqué, psychologiquement. Vous quittez votre pays, vous êtes... moi, je suis bien en France. Hein. La seule chose, c'est que là aussi, les gens ont l'impression... parce que j'ai dit que si M. Macron était réélu, je quittais la France. Hein. Alors déjà, mes sociétés, ça fait longtemps qu'elles sont plus en France. Hein. Elles sont en Suisse depuis un bout de temps. Moi, je suis parti à la campagne et j'habite dans le Jura, je suis pas très très loin de la Suisse. Mais le problème, c'est que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que je discute avec des avocats, des fiscalistes, etc. Ça se fait pas comme certaines personnes pourraient le croire. Le soir des élections de M. Macron,
j'ai pas dit à ma femme, tu fais ton sac, demain on n'est plus là. Donc, parce que voilà, il y a une certaine logistique pour préparer ce genre de choses et ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Ça, c'est la première chose. Sur le fait de monter une société en France, ben, je dirais non. Non, non, montez-la ailleurs. Vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous n'avez pas les mêmes rapports, par exemple en Suisse, vous n'avez pas les mêmes rapports avec l'administration, avec le fisc, que vous avez en France. Vous n'êtes pas considéré comme un voyou dès que vous décrochez votre téléphone et que vous appelez ces administrations. Vous n'êtes pas un voyou parce que vous gagnez de l'argent. Donc, montez là ailleurs. Très bien. Mais je ne vous dirai pas où parce que je n'en sais rien. En plus, bien sûr, c'est personnel. Ce qui s'est passé, en plus, ce qui s'est passé là au moment du Covid amène justement les conseilleurs à beaucoup d'humilité. Si vous voulez, si vous m'aviez posé cette question il y a 10 ans, il y a 15 ans, je vous aurais dit, bah, écoutez, barrez-vous en Australie ou barrez-vous au Canada. Sauf que, au vu de ce qui s'est passé au Canada et en Australie, je me serais quand même lourdement trompé. Donc, depuis, j'ai réfléchi à la question et je préfère me taire que de dire une bêtise. Très bien. Dernière question. Si vous aviez deux mesures économiques ou politiques, si vous arrivez au pouvoir, ministre des Finances ou président, qu'est-ce que ce serait pour vraiment changer fondamentalement les choses? Alors, j'en donnerai une que j'ai piquée à mon ami Charles Gave, qui est d'abord de faire un énorme audit de où passe le fric. Parce que c'est une vraie question. Parce qu'avec tout le fric qu'on donne à l'État, où passe-t-il? Alors là, aujourd'hui, on a certaines réponses dans les poches de M. Zelensky, par exemple, mais où passe ce pognon? Parce qu'on en donne toujours plus et on ne voit pas très bien. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans, même plus que je paye des impôts et on me dit c'est pour la pauvreté, c'est pour diminuer le chômage, c'est pour etc. Sauf que je vois toujours de plus en plus de chômeurs, je vois toujours de plus en plus de SDF dans la rue qui peuvent pas manger et qui peuvent pas se loger. Je vois toujours plus d'impôts, je vois toujours plus de gens qui sont dans la galère et je vois pas beaucoup les choses s'améliorer. Donc je pense qu'un audit est nécessaire. La deuxième chose que je fais, je récupère ma souveraineté. C'est-à-dire que autant, si vous voulez, je suis très sceptique aujourd'hui sur ce que certains appellent de leur vœu, c'est-à-dire le Frexit. Pourquoi je suis sceptique sur le Frexit? Tout simplement parce que si c'est Bruno Le Maire qui est aux commandes à ce moment-là, c'est pas que je suis sceptique, c'est que je pense qu'il vaut mieux se tirer une balle tout de suite parce que c'est juste effrayant. Si on essaie de régler le problème avec ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire les Macron, les Le Maire, avant lui, les Hollande et toutes les équipes qui sont encore en place, ça va être une catastrophe. Donc ça ne peut se faire qu'avec d'autres hommes. Mais c'est bien là le problème, c'est qui? Et aujourd'hui, la question peut se poser. D'accord? Donc mais récupérer sa souveraineté, c'est-à-dire sortir de cette logique de soumission à l'Union européenne, soumission aux États-Unis, etc. Donc récupérer sa monnaie, sortir ou dissoudre les von der Leyen et compagnie. Et voilà, donc ça c'est une deuxième mesure.
Et puis, je pense qu'il faut repenser totalement le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je milite pour ça depuis un moment. Je pense qu'il faut redonner la parole aux gens, c'est-à-dire faire une sorte de système comme le système suisse, c'est-à-dire où vous votez quasiment 2 fois par mois, alors quelquefois sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, hein, mais aussi sur des choses qui sont impactantes, si vous voulez, et de redonner la parole à la population, et non pas à 500 gugus, enfin 1000 gugus si vous considérez les 2 chambres, le Sénat et les députés, et puis les ministres et compagnie, qui sont des gens qui sont là juste pour avoir un boulot, quoi, et qui sont d'une incompétence rare. Donc, oui, il faut arrêter avec ce système qui est complètement fou. On n'est pas dans une démocratie. Aujourd'hui, est-ce que vous avez donné le droit à monsieur Macron d'envoyer des armes à des belligérants? Non. Enfin, j'espère pas. J'espère que vous n'êtes pas assez bête pour vouloir ça. Or, il le fait. Il le fait sans même demander à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont élus, ils font bien ce qu'ils veulent, ils en ont rien à foutre. Et vous avez des gens qui votent évidemment comme un seul homme. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils votent, par exemple, une motion de censure, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir à nouveau des élections. S'il y a à nouveau des élections, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre leur siège, donc ils perdent leur boulot. Or, pour certains, c'est un véritable jackpot. C'est comme de gagner au loto, si vous voulez. Quand vous avez un type comme Castaner qui arrive ministre de l'Intérieur, mais je pense que dans ses rêves les plus fous, il y a 10 ans, jamais il aurait imaginé être ministre. D'accord ? Et le gars se retrouve ministre. Mais c'est comme gagner au loto. Et pour beaucoup de députés, c'est comme gagner au loto. Ils se font un réseau extraordinaire, ils se font du pognon comme jamais, etc. Donc, ce système, il amène à la corruption. C'est un système totalement corrompu. Alors, on se fout de la gueule des Africains, mais parce que ça se voit plus, c'est tout. Nous, on le fait, on va dire qu'on le fait plus sournoisement, mais c'est aussi corrompu qu'eux. Donc, voilà. Il faut changer ce système et il faut qu'on ait à nouveau qu'on récupère les rênes. Enfin, il faut bien se dire que normalement, ces gens-là sont nos employés. Ils sont nos employés. Monsieur Macron est un employé. Qui est-ce qu'il paye? C'est un salarié des Français. C'est un salarié et pour l'instant, on le paye pour qu'il nous emmerde. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et en plus, il se permet de le dire. Les gens ont voté. Ah ben oui, les gens ont voté. Les gens ont voté, mais le problème, c'est qu'ils votent en fait pour se dessaisir de leur pouvoir. C'est quand même quelque chose de fondamentalement idiot, non? Voilà. Donc voilà 2-3 mesures que je... Et puis je pense que certains quand même mériteraient qu'on se penche sur leur cas et qu'on les envoie en prison. Je pense que ça calmerait les autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je suis désolé des problèmes de son. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable. Donc, l'important, c'est que vous entendiez bien Olivier. Donc, normalement, ça s'est bien passé. Et puis, ne croyez pas que j'ai une auréole autour de la tête. C'est juste la lumière qui est derrière moi. Voilà. Je m'excuse aussi. Non, vous avez été très bien. Écoutez, on se voit demain pour un prochain live. Merci beaucoup encore, Olivier. À bientôt. Merci.